Mes intérêts pour l'anthropologie politique, en particulier autour de la royauté guerrière, puisqu'elle a cette forme en fait dans la définition dans le monde hindou, puisque les souverains sont tous issus de la caste des guerriers, qui sont représentés par cette arme et qui renouvellent leur pouvoir lors de grandes cérémonies guerrières et sacrificielles, eh bien, m'a conduit à observer au départ le mouvement maoïste avec un peu de distance. J'avais encore des programmes sur lesquels je devais finir de travailler, notamment le travail que je faisais sur les castes dans l'extrême ouest du Népal. Et donc pendant cette période-là, j'ai évidemment suivi l'actualité précisément. J'ai pu rencontrer quelques maoïstes sur le terrain, mais je ne m'étais pas fixée de vraiment travailler dessus. Et puis en fait, au fil du temps, je me suis aperçue que la plupart des anthropologues avaient déserté le terrain de peur de la violence et que arrivaient des spécialistes des mouvements armés, des conflits, qui eux ne connaissaient rien finalement au contexte historique, ne parlaient pas la langue et produisaient des espèces de rapports très généraux. Et en fait, il m'a semblé utile aussi que des anthropologues s'emparent de ce type de sujet d'actualité, d'autant que ce mouvement s'est développé. Bon, il a commencé en février 96, et bon, je ne vais pas vous faire la jeunesse, que ça nous prendrait trop de temps dans cet entretien. Il y a eu beaucoup de publications. Mais en fait, il a commencé à s'envenimer en fait, après le massacre de la famille royale en 2001. Donc à l'automne 2001, il y a eu l'état d'urgence, l'armée déployée, et là, il s'est envenimé. Et ça a correspondu à un moment où il y a eu aussi ces grandes attaques terroristes, le combat contre l'axe du mal, etc. Et il y avait aussi le danger, en tout cas clairement perçu par les maoïstes, qui est des interventions étrangères pour liquider certains de leurs leaders ou même le mouvement plus globalement. En tout cas, probablement, il y a eu des appels. Et donc, il m'a semblé aussi qu'il était utile de ce point de vue que des anthropologues puissent aussi donner des conseils, qu'on ne doit pas forcément rester dans notre tour d'ivoire sans jamais s'intéresser aux mouvements politiques ou violents qui s'emparent de nos terrains. Et en fait, comme moi j'avais l'obligation de finir mon programme, et bien ça m'a en fait forcé un peu à faire du terrain à une époque où plus personne n'en faisait, et donc dans des conditions que je vous ai expliquées, donc où on me forçait à rester par exemple à côté d'un poste de police, alors que finalement les postes de police étaient les cibles privilégiées des maoïstes. Et bon, et c'est vrai que ma première expérience de confrontation avec ce qui semblait être de la violence, c'était précisément à Doulou, un soir où j'étais dans une pièce avec des vieilles femmes qui m'avaient invité à regarder leur cours du soir, parce que c'était un cours d'alphabétisation, et donc elles avaient leur cahier et tout ça. Eh bien, on a vu ce qu'on appelle les flashlights, donc ces lumières lancées dans le ciel par les policiers, plein de coups de feu tirés, etc. Et évidemment un affolement général. Ces femmes que je ne connaissais vraiment pas, puisque je venais d'arriver dans cette localité, formaient un bouclier humain autour de moi. Et puis à peine tous ces coups de feu arrêtés, hop, s'enfuir dans le noir, rentrer chez elles. Alors,
évidemment, c'était déjà très troublant. Et ce qui m'a peut-être encore plus troublée, c'était le lendemain, un Thackeray, donc un de ces membres de la famille royale, arrivant en me disant: vous avez vu ce qui s'est passé hier? Euh, il ajoute: même ma bufflesse a sauté. Et donc je lui dis: de peur? Il me dit: non, de joie. Et puis il ajoute: pour une fois qu'il se passait quelque chose, quoi. Et donc évidemment, ces gens qui vivent dans tous ces récits d'exploits guerriers de leurs ancêtres, etc., il y avait quelque chose justement d'enthousiasmant, là où moi je n'avais perçu que de la peur personnellement. Et donc je me suis dit, ça serait quand même aussi, c'est important de travailler sur cette perception de la violence, sur l'engagement révolutionnaire en particulier, parce que beaucoup de peu de travaux qu'il y avait en fait étaient plutôt une perspective un peu éloignée, souvent politique en fait. Et en fait, j'ai pu, à partir de 2001 en tout cas, et vraiment à partir de 2003 encore beaucoup plus, avoir accès à beaucoup de publications clandestines maoïstes grâce à un site internet qui était en fait basé à Bruxelles. Donc ils avaient un relais là, et sur ce site étaient publiés chaque semaine deux journaux en népali: Jana Awaj, donc le bruit du peuple, et Jana Adesh, le conseil du peuple. Et donc c'était des journaux qui étaient diffusés, on va dire, simultanément à leur impression au Népal. Et donc ils avaient évidemment ce réseau international qui était déjà intéressant à travers ce type de vitrine. Et surtout, je me suis dit, mais c'est vraiment des documents très précieux. On ne peut absolument pas acheter Jana Adesh et Jana Awaj dans aucune papeterie au Népal, puisque c'était par définition de la presse clandestine. Et donc j'ai imprimé au fur et à mesure tous ces numéros. Et bon, j'ai très bien fait, puisque le site a disparu quelques temps plus tard. Mais voilà, j'ai eu tout ce corpus de littérature que j'avais imprimé. Et dans ces journaux, il y avait toujours la même structure, c'est-à-dire des comptes rendus des attaques, les dernières attaques, des articles de fond sur la pensée maoïste, et puis une rubrique consacrée à des choses beaucoup plus personnelles, soit des courriers, c'est-à-dire des lettres adressées à des martyrs, des personnes mortes au combat ou dans le cadre du mouvement, et puis des poèmes. Et en fait, c'est cette dernière section qui m'a le plus intéressée, même si j'ai un peu lu les précédentes, parce que là, on voyait vraiment comment il y avait une construction littéraire d'un univers révolutionnaire qui est vraiment né de rien, en particulier parce que c'était beaucoup de gens très peu lettrés en fait, hein, qui écrivaient ces poèmes. Et donc, il m'a semblé que c'était une façon pour un anthropologue d'avoir en fait accès un peu au vécu de ce mouvement de l'intérieur, qu'on ne pouvait sinon pas du tout pénétrer par d'autres moyens. Et donc, j'ai traduit beaucoup de ces poèmes, et ce que j'ai eu évidemment cœur à montrer, c'est comment il y avait des phénomènes d'effacement des liens familiaux pour les recréer à travers le sang du martyr, qui est devenu vraiment un idiome très important dans ce mouvement, à tel point que tout le vocabulaire de l'engagement révolutionnaire, et même les pratiques ritualisées qui l'accompagnaient, étaient sacrificielles. Donc, ce sont des jeunes qui bien souvent s'engageaient en fait suite à des brutalités
ou même à des morts lors de meetings maoïstes qui pouvaient être organisés ça et là dans les écoles, etc. Et ces occasions étaient les moments privilégiés pour les forces de l'ordre pour attaquer, puisqu'en fait, le meeting ayant un caractère public, faisant du bruit notamment, etc. Et donc, ces jeunes allaient immédiatement remplacer en fait les personnes tombées, même finalement si la partie des spectateurs qui pouvaient avoir succombé n'étaient pas des adhérents au mouvement, mais n'étaient là qu'en spectateurs, comme par exemple dans une localité du district d'Hatcham où j'ai pu un peu enquêter. Eh bien bon, la mort de 9 personnes, m'a-t-on dit, a provoqué le départ le lendemain de 45 personnes dans le parti. Bon, et on a vu donc comment ce sacrifice de certains se déployait dans une espèce de sacrifice généralisé avec toute une jeunesse prête à tout quitter, à se sacrifier, parce que c'était vraiment le verbe qu'ils utilisaient, pour s'engager. Le verbe utilisé, c'était celui du sacrifice au feu, le hominu. Et de fait, l'engagement pouvait être accompagné d'une marque sacrificielle posée sur le front, une marque de vermillon ou véritablement de sang d'une personne tombée, qui faisait qu'en fait, chaque personne venait remplacer les précédentes dans leur conception de ce grand sacrifice pour faire advenir un monde meilleur ici, là, sur Terre. Et que par la suite, dès cet engagement pris, ils allaient parler d'eux-mêmes avec un vocabulaire très différent. Ils allaient parler notamment de leur corps comme leur forme matérielle, Bautik Sharir, et le dévaluer totalement en comparaison d'un principe spirituel, éternel, très idéalisé. Donc une sorte de mystique révolutionnaire qui m'a beaucoup intéressée, d'autant qu'elle se greffait dans une idéologie athée au départ, et donc là on voyait bien comment ça s'était coulé dans un moule hindou, et où il y avait déjà des personnages qui pouvaient incarner ce courage absolu face à la mort, notamment la personne de Abhimanyu dans le Mahabharata qui fonce dans une formation ennemie. Il a reçu la connaissance de comment la pénétrer, mais il n'a pas celle de pouvoir en ressortir. Donc il sait qu'il va être tué. C'est un épisode important dans cette première très grande épopée pan-hindoue, puisque en fait les ennemis vont se liguer pour tuer Abhimanyu, ce qui était interdit dans les règles du combat jusque-là, dit-on. Et donc il y a cette double infraction, lui qui en fait fait une opération suicide, ce qui n'est pas non plus fait pas partie des règles de la guerre, et les ennemis qui en réponse font une action collective qui n'était pas non plus permise. Et il est dit communément que c'est le début de l'âge sombre dans lequel nous vivons actuellement, puisque nous vivons donc dans le Kali Yuga, qui est cet âge mauvais, le dernier de 4 âges. Et donc, après la fin de cette ère noire, on reprendra un autre cycle avec un meilleur début. Et donc, c'est intéressant aussi de voir l'importance des règles du combat et de la guerre dans cette espèce de cosmogonie, comment l'univers se régénère tout en ayant des phases progressives de dégénérescence, et jusqu'à un point où il est totalement annihilé, où il va se reformer. Donc voilà, j'avais envie de comprendre aussi de façon un petit peu reculée les
forme d'action armée que menaient ces jeunes maoïstes, d'autant que, même avant d'avoir vraiment commencé à me pencher sur la question, ce qui m'avait frappé, c'était de les voir employer un vocabulaire très ancien pour parler de leurs actions militaires. Finalement, ce qu'ils décrivaient ressemblait pas mal aux combats menés lors de l'unification. C'est-à-dire que c'était toujours les mêmes techniques d'assiègement liées à des ruses. Ce qui était aussi une des façons pour Prithvi Narayan Shah d'avoir une suprématie sur tous les autres royaumes qu'il attaquait, sachant qu'il était à la tête d'un petit royaume pas très puissant. Et donc là, on va avoir les mêmes techniques, donc des attaques nocturnes, bien sûr toujours des attaques à la fois surprises et en même temps frontales. C'est-à-dire que malgré cette idéologie du suicide, c'est-à-dire de l'offrande de sa propre personne au moment de l'engagement, qui était marquée en plus clairement par le port d'un bandeau révolutionnaire avec une étoile qui, dans leur exégèse, n'était pas du tout l'étoile, enfin n'avait pas du tout la même signification que l'étoile maoïste chinoise, puisque cette étoile représentait en fait la forme céleste du martyr après sa mort, qui devient une étoile qui éclaire le chemin de ses camarades pour accéder au sommet de la Révolution, avec l'horizon doré, qui est évidemment le but ultime de cette société sans classe. Toute cette imagerie, mais ce bandeau, il l'appelait le katro, qui est un terme qui désigne le bandeau que portent les deuilleurs quand un de leurs proches vient à mourir. Et donc, ils portaient sur eux-mêmes à la fois l'image de ce qu'ils allaient devenir en tant qu'étoile possible et surtout l'image du deuil de leur propre personne. Donc, c'est évidemment des pratiques très spectaculaires qui ont eu cet effet sur les gens, d'autant plus spectaculaire que l'activité guerrière jusque-là, et même la mise à mort même d'un poulet, avait toujours été strictement interdit à certaines catégories de la population, aux brahmanes qui n'ont pas le droit de mettre à mort, et surtout aux femmes. Et dans ce mouvement, il y avait plein de transgressions de ces anciennes règles de l'organisation guerrière. Il y avait environ 30% de femmes dans les rangs de l'armée maoïste. Donc, évidemment, ces grandes transgressions, elles m'ont intéressée dans le sens que, en lisant les chroniques de l'unification, par exemple, et même des combats qui avaient eu lieu un petit peu après, notamment contre le Tibet, eh bien, on voyait des grandes réformes, des vraies transgressions qui avaient été introduites par les souverains. Et en fait, on comprenait que le moment de la guerre était un moment très particulier où les règles habituelles que les hindous appellent le dharma, qui est à la fois la religion et la morale et le droit, ne tenaient plus, puisque en fait, eh bien, ils rentrent dans une période qu'ils appellent le apat dharma, c'est-à-dire le dharma de détresse, où toute infraction est possible en fait pour sauver la vie. Et par exemple, Prithvi Narayan Shah, lui, donc, il avait permis à ses soldats de ne pas se dévêtir pour manger, alors qu'un hindou traditionnel doit se mettre en tenue sacrificielle pour prendre son repas, parce que le repas est une action sacrificielle, c'est même appelé un grand sacrifice, sacrifice au feu et aussi
à soi-même, et donc on se purifie avant de le prendre, et on se revêt d'un tissu blanc, et on mange torse nu. Voilà. Donc on doit manger dans des conditions de pureté extrême, et lors d'un épisode où ces soldats avaient été attaqués à ce moment de fragilité, de vulnérabilité, il avait décrété qu'il n'y avait plus d'impureté pour le repas, pour son armée, en tout cas, lors des combats. De même, on voit, mais bon, ça je ne sais pas exactement de quand ça date, mais dans les traités sur l'impureté liée à la mort au Népal, on voit que le soldat qui meurt sur le champ de combat n'entraîne pas d'impureté pour sa famille, et ce qui est tout à fait remarquable. Donc c'est finalement la seule forme de mort pure, et il y a même toute une arithmétique, c'est-à-dire que les blessés à la guerre vont commencer à souiller leurs proches par leur mort à partir de tant de jours, etc. Enfin bon, bref, c'est très détaillé comme souvent chez les hindous. Et donc, on comprenait que ce caractère exceptionnel de la guerre, dans le temps ordinaire, eh bien, il se régénérait dans la forme révolutionnaire avec de nouvelles transgressions, en particulier l'utilisation assez massive des femmes parmi les combattants, qui avaient ce pouvoir terrorisant en fait sur l'ennemi, puisque évidemment c'était très transgressif. Alors, terrorisant sur l'ennemi certainement, mais aussi terrorisant tout court, hein, on va dire, sur l'ensemble de la population. Puisque ça, moi, dès le début, c'est vraiment ce que les gens disaient, disant, on a vu des maoïstes et il y a beaucoup de filles. Et voilà, voir des filles en armes, c'était vraiment quelque chose de saisissant. Et ce qui est intéressant, c'est que la perception de ces maoïstes au tout départ, c'était vraiment de gens qui ne faisaient plus partie du monde, c'est-à-dire d'être surnaturels. Bon, ça, déjà, ça m'a été rapporté, mais peut-être plus intéressant que mes propres observations, c'est la façon dont des jeunes recrues ont décrit à la fois ce qu'ils pensaient des maoïstes à l'époque et la façon dont ils ont compris qu'on les percevait. Et donc je m'explique, en fait, à la fin du mouvement, il y a eu un deuxième mouvement littéraire très très intéressant, encore plus intéressant je pense, où des maoïstes ont écrit leurs mémoires, mais souvent donc des villageois qui étaient très très peu lettrés, mais qui avaient reçu une éducation à l'intérieur du parti, donc assez pour écrire leurs mémoires. Et l'un d'eux, donc un Kammagar d'un village situé très au nord, qui s'appelle Maikot, raconte justement ses tout débuts avant que lui-même ne s'engage, et le moment où on lui demande d'aller apporter des choses à manger, donc à des guerrilleros qui sont cachés, enfin c'est le terme qu'il utilise, guerrilleros, cachés dans une grotte. Et donc il raconte, il dit moi je pensais que c'était des gens surnaturels, et j'ai été très très surpris en arrivant dans la grotte d'en reconnaître plusieurs. En fait, c'était pas mal des gens de son village, puisque le mouvement a pris au départ une forme armée, on va dire, dans une région très spécifique, habitée par les Magars, et principalement par ces Magars Kham, qui parlent en tout cas une langue qui s'appelle le Kham, qui est assez septentrionale. Donc cette région, évidemment, elle a été choisie par les leaders du mouvement pour la tranquillité relative qu'elle offrait, ces grands espaces en forêt, et également pour la population qui s'y trouvait, cette fameuse tribu guerrière des Magars, auxquels, clairement, dans des écrits, Prachanda, qui est le leader suprême du mouvement, attribue des qualités communistes naturelles.
C'est-à-dire que les tribaux vont être aussi perçus comme les personnes les plus à même d'être intéressées par ce mouvement révolutionnaire pour ces deux qualités, de promouvoir une forme d'égalité relative entre les hommes et les femmes et une société sans classe, et puis d'avoir ce goût de l'action armée, donc qui va pouvoir être utilisé pour chasser toute la présence gouvernementale de cette région, et c'est bien comme ça qu'ils ont procédé. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour reprendre peut-être dans un deuxième bloc.